Dans un moment de choc à Blue Horizon Neptune, l'étoile Orc passe d'interprète à prédateur attaquant son entraîneuse devant un public stupéfait. Cet incident choquant n'est que la partie émergée de l'iceberg. À travers le monde, d'autres orques ont rompu le script, transformant des routines entraînées en confrontations dangereuses. Rejoignez-nous alors que nous découvrons 6 derniers moments terrifiants de ces entraîneurs d'orques. Une entraîneuse de SeaWorld Orlando a été emmenée à l'hôpital après qu'une orque l'ait mordue. Numéro 6. Neptune et Marie. Le parc océanique Blue Horizon, situé dans la ensoleillée San Diego, Californie, était une destination prisée pour les passionnés de la mer. Il était très populaire pour ses célèbres spectacles d'orques. Le parc disposait d'aquariums de pointe de rencontre avec des dauphins et d'une exposition colorée de récifs coralliens, mais le véritable cœur du parc était Neptune, un orque mâle colossal de 6 mètres de long et 4500 kg. Ces spectacles attiraient des milliers de visiteurs chaque semaine, faisant de lui la plus grande star du parc et une source de revenus clé. Neptune réalisait 6 spectacles incroyables par semaine, laissant toujours le public impressionné. Cependant, en coulisses, des problèmes se profilaient. Les entraîneurs avaient remarqué un comportement inquiétant chez Neptune. Il frappait sa queue contre les parois de son bassin et parfois refusait catégoriquement d'obéir aux ordres. Malgré les avertissements répétés du personnel, la direction de Blue Horizon insistait pour que les spectacles continuent, priorisant les revenus générés par Neptune au détriment des préoccupations de sécurité. Parmi les responsables de Neptune se trouvait Maris Ellington, une biologiste marine de 27 ans qui avait travaillé dur pour devenir son entraîneuse principale. Ayant grandi le long de la côte escarpée de l'Oregon, Maris avait développé une passion profonde pour la vie marine. Après avoir obtenu son diplôme, elle a rejoint Blue Horizon. Maris était fière de son lien avec Neptune, alors elle a écarté les préoccupations concernant son comportement erratique, confiante de pouvoir le gérer. Mais tout le monde ne partageait pas son optimisme. Un entraîneur senior avait soulevé de sérieuses inquiétudes des mois auparavant, citant l'agressivité croissante et l'isolement de Neptune. L'entraîneur avait même demandé que Neptune soit retiré des spectacles, ou du moins exclu des performances. Cependant, la direction a rejeté la demande, ne voulant pas perdre leur principale attraction. Frustré et refusant de compromettre la sécurité, l'entraîneur a démissionné en signe de protestation. Cependant, son manque de professionnalisme finirait par se retourner contre lui. Au moment du spectacle de l'après-midi, Maris avait déjà terminé une performance plus tôt dans la journée. L'amphithéâtre était à nouveau plein de familles et d'enfants impatients de voir Neptune. Malgré le comportement imprévisible de Neptune, au cours des derniers mois, Maris restait confiante. Elle a même rassuré ses collègues, disant qu'elle croyait qu'il était de bonne humeur ce jour-là. Avant le début du spectacle, les entraîneurs ont revu les signaux et les protocoles de sécurité une dernière fois. À mesure que la musique montait et que l'animateur accueillait le public, l'énergie dans l'amphithéâtre a changé. Le public d'environ 500 personnes a acclamé lorsque Neptune est entré dans le bassin, sa forme massive glissant dans l'eau. Le spectacle a commencé sans accroc. Sous la direction de Maris, Neptune a exécuté ses routines d'ouverture à la perfection. La foule a éclaté en applaudissements lorsque l'orque a fait sa démonstration. Pendant un bref moment, il semblait que tout était revenu à la normale. Neptune semblait être son majestueux être habituel. Puis est venue la fin, le point central du spectacle, une nage synchronisée entre Maris et Neptune. Maris est entré dans l'eau et Neptune a commencé à l'entourer. Maris lui a indiqué de faire un saut à ses côtés, et pendant un instant, il semblait qu'il allait obéir. Mais soudain, Neptune a dévié de son cours. Sans avertissement, il s'est précipité sur Maris, fermant ses puissantes mâchoires autour de son abdomen. La force de l'attaque a projeté son corps vers le haut et l'a brièvement fait remonter à la surface. Au-dessus de l'eau, elle a pu entendre les cris horrifiés du public avant que Neptune ne la tire à nouveau sous l'eau. Les entraîneurs sur la plateforme se sont précipités à l'action utilisant des techniques de distraction pour tenter de calmer Neptune. Ils ont jeté des bouées de couleurs vives et des cordes dans le bassin suivies d'un seau de poisson. 2 entraîneurs ont utilisé de longues perches conçues pour pousser doucement Neptune loin, mais ces mouvements violents rendaient toute intervention sécurisée impossible. Alors que Neptune frappait Maris contre les parois du bassin, son corps inerte brisait occasionnellement la surface juste pour être tiré à nouveau quelques instants plus tard. Le public regardait horrifié. Neptune a finalement lâché Maris après plus d'1 minute de secousses violentes et son corps inerte a fait surface. Les plongeurs de sauvetage sont rapidement entrés dans le bassin, la portant sur le pont, où les médecins ont désespérément tenté de la sauver. Les blessures étaient dévastatrices. Plusieurs côtes fracturées, un poumon perforé et un traumatisme contondant sévère à la poitrine et à l'abdomen. Malgré leurs efforts, Maris a été déclarée morte sur les lieux. Le chaos s'est ensuivi après cela. Les visiteurs ont été rapidement évacués du parc.
Le personnel d'urgence a envahi la zone et l'amphithéâtre a été bouclé en quelques heures. Blue Horizon a répondu en suspendant tous les spectacles d'orques, une mesure qui s'est devenue permanente par la suite. La tragédie a également eu des conséquences juridiques pour le parc. Les parents endeuillés de Maris, dévastés par la perte de leur fille unique, ont déposé une plainte pour mort injuste contre Blue Horizon. Ils ont accusé le parc de négligence, ignorant les avertissements répétés concernant l'agression de Neptune et l'isolant dans des conditions qui augmentaient son stress. La plainte a également souligné des mesures de sécurité inadéquates et la décision de la direction de continuer les spectacles malgré les risques connus. Après des négociations, l'affaire a été réglée à l'amiable. La direction de Blue Horizon a accepté un règlement substantiel avec la famille de Maris. Dans le cadre de l'accord, Blue Horizon s'est engagé à soutenir les efforts de conservation marine et à financer des recherches indépendantes sur la santé mentale des orques en captivité. La tragédie a secoué l'industrie des parcs marins. Blue Horizon a interdit définitivement les spectacles d'orques, bien qu'elle ait maintenu d'autres attractions comme les rencontres avec les dauphins, les aquariums et les expositions axées sur la conservation. Cependant, la perte de son attraction phare a conduit à une diminution de la fréquentation et à des difficultés financières croissantes. En quelques années, le parc a déclaré faillite et a finalement fermé ses portes. Neptune a été transféré dans un sanctuaire marin en Colombie-Britannique, où il a pu vivre dans un environnement plus naturel et moins stressant. Mais Neptune n'est pas la seule orque à avoir été victime de la captivité, ce qui a conduit à une tragédie irréversible. Numéro 5, Tocoa et Claudia. L'Europark est situé le long de la magnifique côte de Puerto de la Cruz à Tenerife et est un refuge pour la faune reconnu dans le monde entier. Il couvre plus de 100 000 m² de végétation luxuriante. Le parc abrite une collection diversifiée d'espèces et attire des millions de visiteurs chaque année. Initialement établi comme un sanctuaire pour les perroquets, il a évolué pour devenir une destination de classe mondiale avec des dauphins, des pingouins et ses résidents les plus célèbres, les orques. Parmi les principales attractions du parc se trouve l'exposition Océano-Orca, où ces majestueux mammifères marins réalisent des spectacles montrant leur force, leur intelligence et leur beauté. Cependant, derrière l'éclat et le glamour de ces performances, les choses n'étaient pas tout à fait bien. L'une des stars du parc était Tocoa, le fils de Tilikum, une orque mâle de 6 ans pesant plus de 300 livres. La taille et la force impressionnante de Tocoa en faisaient un favori parmi les visiteurs, mais pour les entraîneurs qui travaillaient en étroite collaboration avec lui, son histoire était beaucoup plus compliquée. Les orques, bien qu'intelligentes et entraînables, restent des animaux sauvages avec des instincts et des émotions qui peuvent être difficiles à prédire. Tocoa avait montré des moments d'agression dans le passé, mais ces incidents étaient mineurs et n'avaient jamais atteint le point de préoccupation majeure jusqu'à un jour fatidique. La jeunesse de Tocoa a été marquée par des interruptions. Peu après sa naissance, il a été séparé de sa mère Taima, qui a toujours montré de l'agression envers lui. On pensait que ce comportement provenait de son propre passé traumatique, y compris le fait d'avoir été témoin de sa mère Gudran tentant de noyer l'un de ses petits. Tocoa a été élevé par une orque femelle plus expérimentée qu'Aela et souvent associée à son demi-frère Tuar. En 2004 cependant, Tocoa et Tuar ont été transférés à SeaWorld San Antonio, où ils ont rejoint un nouveau groupe d'orques. Cette transition et ainsi que son transfert ultérieur à l'Europark n'a fait qu'accroître les problèmes auxquels Tocoa était confronté. Il a subi des agressions fréquentes de la part d'autres orques, laissant des cicatrices visibles d'innombrables confrontations. Malgré ces difficultés, Tocoa Sekei est devenu un animal puissant mais imprévisible façonné par son passé tumultueux, un passé qui a probablement contribué à son agression envers ses entraîneurs. L'une de ses entraîneuses était Claudia Bollard, une biologiste marine de 29 ans de Weinheim en Allemagne. Claudia avait toujours été passionnée par la vie marine et voyait son travail avec les orques comme un rêve devenu réalité. En tant que seule entraîneuse d'orques en Europe à l'époque, elle avait passé des années à gagner la confiance de ces incroyables animaux. Lors d'un jour apparemment ordinaire, Claudia s'est préparée pour une autre séance d'entraînement avec Tocoa. L'atmosphère était tendue bien qu'elle ait rassuré ses collègues en leur disant que Tocoa allait bien de toute façon. La séance devait être simple. Tocoa pousserait ses pieds avec son museau pendant qu'ils nageaient ensemble. Claudia était au bord de la piscine lorsque Tocoa s'est approché d'elle, sa nageoire dorsale découpant l'eau. Au départ, il semblait calme, mais quelque chose dans ses mouvements paraissait étrange. Sans avertissement, Tocoa s'est lancé vers Claudia, lui frappant la poitrine avec une force incroyable. L'impact lui a coupé le souffle et l'a projetée dans l'eau. Avant qu'elle ne puisse se reprendre, Tocoa a attaqué à nouveau son énorme corps, la frappant avec une force implacable. Claudia a lutté pour reprendre le contrôle, mais la puissance de Tocoa était écrasante.
Il la traînait au fond de la piscine, à 12 mètres sous la surface. Les dents de Tokoa ont effleuré son bras pendant qu'il l'entraînait encore plus bas. La pression de l'eau lui rendait la respiration difficile et la douleur à la poitrine et au bras était insupportable. Alors que l'emprise de Tokoa se resserrait, la vision de Claudia commençait à s'estomper. Juste au moment où il semblait qu'il n'y avait pas d'échappatoire, Tokoa l'a relâché et est remonté à la surface tenant toujours son bras dans sa bouche. Avec un dernier élan de puissance, il les a tous deux ramenés à la surface. Haletant d'air, Claudia a essayé de rester consciente, mais la douleur était insupportable. Ses collègues qui avaient observé la scène avec horreur se sont précipités pour l'aider. Ils l'ont sorti de l'eau et l'ont éloigné de Tokoa, qui restait dans la piscine. Les blessures de Claudia étaient graves. Un coude cassé, un poumon contusionné et un traumatisme interne profond. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital où les médecins ont travaillé pour la stabiliser. Miraculeusement, elle a survécu, mais l'attaque a laissé des cicatrices tant physiques qu'émotionnelles qui prendraient beaucoup plus de temps à guérir. De retour à l'Europark, la réalité de l'incident a commencé à se faire sentir. Les entraîneurs et la direction du parc comprenaient les risques de travailler avec des animaux aussi puissants, mais l'attaque de Tokoa était une preuve de la nature imprévisible des orques en captivité. Les séances d'entraînement dans l'eau avec Tokoa ont été immédiatement suspendues et le parc a mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour protéger les entraîneurs. Pour Claudia, la récupération a été un processus lent et difficile. Alors que ses blessures physiques guérissaient progressivement, l'impact psychologique de l'attaque perdurait. Et bien sûr, les gens ont commencé à aborder le sujet. Les critiques ont soutenu que le stress et l'isolement que ces animaux subissent dans des environnements artificiels contribuent à leur comportement agressif. Numéro 4. Alexis Martinez. Alexis Martinez, un entraîneur de 29 ans, travaillait dans un parc marin à Tenerife en Espagne depuis 2004. Au fil des ans, il avait développé un lien fort avec les animaux avec lesquels il travaillait, en particulier avec les orques. Cependant, la tragédie s'est produite lors d'une répétition du spectacle de Noël le 24 décembre 2009, lorsque Alexis a été attaqué par Keto, un orque mâle. Ce jour-là, Alexis effectuait une séance d'entraînement avec Keto, se préparant pour la prochaine performance de Noël. Pendant cette séance, Keto est initialement remonté à la surface avec Alexis Martinez et semblait calme, donnant l'impression que tout était sous contrôle. Cependant, les observateurs ont remarqué que Keto semblait se placer entre Martinez et la scène comme s'il bloquait son accès. Malgré ce comportement inhabituel, Martinez était resté calme et a attendu que Keto se calme davantage. Il a ensuite demandé un appel de scène impliquant un signal de tomba sous l'eau. Keto a répondu au ton comme prévu et a nagé vers la scène où il a été accueilli par un autre entraîneur nommé Brian. Une fois que Keto est arrivé sur scène, Brian a indiqué à Martinez de s'éloigner de la zone et de se diriger vers un autre endroit désigné dans la piscine. Alors que Martinez commençait à s'éloigner, se déplaçant dans l'eau avec un mouvement de pagaie, le comportement de Keto a changé. L'orque a commencé à s'incliner vers Martinez d'une manière subtile mais suspecte. Réalisant que la situation pourrait s'intensifier, Brian a tenté de reprendre le contrôle en donnant à Keto un objectif manuel, un signal utilisé pour rediriger l'attention de l'animal. Malheureusement, Keto a ignoré l'ordre et s'est dirigé vers Martinez. Ce qui s'est passé ensuite a été soudain et violent. Keto a utilisé son visage, la partie avant de sa tête, pour pousser Martinez au fond de la piscine. L'effet de l'attaque a été brutal car il a été immédiat. Martinez a subi de multiples blessures internes, y compris un traumatisme sévère à la poitrine. Alexis est mort à cause de ces blessures et la cause officielle de la mort a été enregistrée comme une hémorragie interne massive. L'incident a choqué ceux qui connaissaient Alexis et a suscité des inquiétudes quant aux risques auxquels sont confrontés les entraîneurs travaillant avec des orques en captivité. Un employé de SeaWorld a détaillé l'événement dans un rapport d'incident. Selon le récit, Keto n'avait pas exécuté plusieurs comportements ni répondu correctement pendant l'entraînement. Bien sûr, le parc a décrit la mort d'Alexis Martinez comme un accident et a affirmé que son corps ne montrait aucun signe de violence. L'explication initiale du parc suggérait qu'il n'y avait rien d'inhabituel concernant la cause de la mort. Cependant, après l'autopsie, la véritable ampleur des blessures est devenue évidente. L'autopsie a révélé que Martinez avait subi des dommages sévères causés par l'attaque de l'orque. Il est mort de blessures graves, y compris de multiples fractures par compression. Ses os s'étaient brisés sous une pression intense. En plus de ces fractures, le rapport d'autopsie a également révélé que les organes vitaux de Martinez avaient été déchirés. Il y avait des marques de morsure sur son corps, montrant que l'orque l'avait physiquement mordu pendant l'incident.
Ces découvertes ont peint un tableau complètement différent de celui que le parc avait initialement affirmé dans une tentative de minimiser la gravité de l'événement et d'éviter la réaction publique. Au total, il y a eu environ 40 rapports dans le monde entier sur des orques qui ont été agressives et ont réagi négativement à leur maintien en captivité. Numéro 3. Shuka. En juillet 2012, un incident préoccupant a impliqué Shuka, une orque femelle qui était en prêt de reproduction à Six Flags Discovery Kingdom. Elle était originaire de Marineland, en France. Pendant un spectacle, Shuka s'est soudainement lancée hors de l'eau et ce faisant a projeté son entraîneur plusieurs pieds en avant. Ce comportement inattendu et agressif a surpris tout le monde. Shuka ne s'est pas arrêtée là. Elle a répété l'opération lançant son entraîneur dans l'eau. Tout l'incident a été capturé en vidéo par un membre du public qui assistait au spectacle et les images étaient très préoccupantes. De nombreux critiques des parcs marins ont suggéré que le comportement de Shuka pourrait avoir été causé par son manque de compagnie. Avant cet incident, Shuka avait un compagnon, un dauphin à nez de bouteille nommé Merlin. Cependant, Merlin a été transféré dans une zone différente du parc, laissant Shuka sans compagnon. Certains experts en animaux et activistes croient que l'absence d'un compagnon a pu contribuer à la frustration et à l'agression de Shuka, car les orques sont des animaux à hautement sociaux et forment souvent des liens forts avec d'autres. Après cet incident, Shuka a été transféré à SeaWorld San Diego. Numéro 2. Annette X et Shamu. Le 20 avril 1971, Annette Ekes, une secrétaire de SeaWorld, a été convaincue de participer à un coup publicitaire impliquant l'attraction principale du parc, une orque femelle de 10 ans nommée Shamu. X devait monter sur le dos de Shamu dans le cadre du spectacle. Tout semblait bien se passer au début, mais lorsque le tour était sur le point de se terminer, quelque chose a mal tourné. Sans avertissement, Shamu a soudainement projeté X de son dos. Quand elle est tombée à l'eau, l'orque a saisi sa jambe et a commencé à la pousser à travers la piscine. La situation est devenue très dangereuse lorsque X s'est retrouvé piégé dans l'emprise de l'orque. Le tribunal a ensuite annulé l'indemnisation monétaire qui lui avait été accordée en appel et elle n'a jamais obtenu la compensation qu'elle espérait. Numéro 1. Ken Peters et Kasatka. Le 29 novembre 2006, un incident grave et terrifiant s'est produit à SeaWorld San Diego. Kasatka, l'une des 7 orques du parc, a saisi son entraîneur Ken Peters par le pied pendant un spectacle nocturne dans le stade Shamu. L'emprise de l'orque était si forte qu'elle a traîné Peters au fond du bassin plusieurs fois. Le public ne pouvait rien faire d'autre que de regarder avec étonnement alors que cette situation se déroulait devant eux. Pendant environ 9 minutes, Kasatka a maintenu Peters immergé sous l'eau, refusant de le lâcher. L'entraîneur luttait pour se libérer, mais la puissance de Kasatka rendait l'évasion difficile. Finalement, après ce qui a dû sembler une éternité, Kasatka a lâché Peters et il a pu nager pour s'éloigner et échapper à son emprise. Cependant, même après l'avoir lâché, Kasatka ne s'est pas arrêtée. Elle a suivi Peters alors qu'il essayait de s'éloigner et a commencé à se déplacer sur une barrière avec un filet dans une tentative de l'atteindre à nouveau. Cet incident n'était pas la première fois que Kasatka montrait un comportement agressif envers Ken Peters. En fait, c'était la 2e attaque documentée de Kasatka contre le même entraîneur. Cela est devenu l'un des incidents les plus largement rapportés à SeaWorld et depuis Kasatka est été connu pour être presque aussi agressif que Tilikum. Au fil des ans, il est devenu évident que les animaux en captivité représentent généralement une menace sérieuse pour les humains, y compris les entraîneurs et le personnel. Ces animaux sont puissants et intelligents. Cependant, leur comportement peut être imprévisible, surtout lorsqu'ils sont confinés dans des environnements non naturels. Tout cela revient à une conclusion. Le sauvage appartient uniquement à la nature sauvage. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous aimer, de laisser un commentaire et de partager avec vos amis.